Bonjour à tous et à toutes. Nous nous retrouvons donc aujourd'hui à l'occasion de la quinzaine de la sensibilité, à l'occasion également des 10 ans de l'Observatoire de la haute sensibilité et des 30 ans de la découverte de ce trait qu'est la haute sensibilité. Aujourd'hui, nous allons donc avoir une interview à cœur ouvert avec un invité qui va nous parler de son vécu, de sa haute sensibilité. Bonjour. Bonjour. Alors, on attaque dans le vif du sujet. Allons-y. Comment avez-vous découvert votre haute sensibilité? Alors pas directement, ça s'est fait petit à petit. D'ailleurs, c'est arrivé plus sur la période où j'étais adulte, parce que je suis un peu plus âgé, j'ai plus de 40 ans. Donc il se trouve que les avancées en termes d'études sur l'hypersensibilité à cette époque, c'était absolument pas mis en avant. Donc c'est au fur et à mesure des avancées dans la vie et des rencontres et des personnes qui m'ont entouré que j'ai commencé à pouvoir déterminer qu'il y avait peut-être un petit truc en plus, peut-être que j'identifiais ça plus comme une case en moins au début, mais qu'il y avait quelque chose en plus au niveau de la sensibilité. Il y avait des choses qui pouvaient m'atteindre de manière beaucoup plus poreuse, alors que d'autres étaient beaucoup plus hermétiques à certaines choses, comme d'autres que je ressentais plus intensément, que ce soit des choses positives comme des choses négatives. Donc c'est plus arrivé une prise de conscience pas à pas qui est arrivée au terme fait quand j'étais adulte. Et comment vous définiriez la haute sensibilité avec vos mots, en lien avec votre vécu? Alors comment je la définirais? Je la définirais comme un peu comme une épée à double tranchant, parce qu'il y a des choses qui sont très positives, d'autres qui sont beaucoup moins drôles. Ça dépend dans quel contexte socio-professionnel on évolue, quel est le contexte familial et ce à quoi on est confronté. Là où c'est très intéressant l'hypersensibilité, c'est en termes de captation des sens et en termes d'empathie. Parce que n'importe quelle chose fait en fait une caresse, on va la ressentir fait comme un énorme câlin, alors qu'une gifle, on va la sentir plus comme un chaos. Donc c'est vraiment, comme je disais, à double tranchant. Donc ça va toucher, pour moi, aux cinq sens et surtout à l'empathie. Je peux avoir une connexion beaucoup plus simple avec les gens. J'ai une capacité à capter leurs petits gestes, les non-dits, les petites intentions, des regards ou des intonations qui vont me faire comprendre qu'on n'est pas du tout dans ce que la personne essaye d'exprimer au niveau de son visage. Donc ça plus très, moi, à mon sens, toute proportion gardée à un super pouvoir, voilà, parce que je suis un grand fan des films de Marvel et compagnie, donc toute proportion gardée, on reste vraiment sur quelque chose à taille humaine. Mais c'est vrai que pour de la lecture d'échanges en société, ça peut être très intéressant. Donc c'est une force, ça permet de détecter des choses très bonnes comme des moins bonnes. Et ce qui peut avoir aussi pour un petit effet pervers, ça va être dans une situation sociale, je vais capter un truc qui ne me plaît pas, un truc qui est faux, et parce que les choses sont ressenties de manière plus intense, je pourrais avoir tendance à me fermer, justement, pour me protéger de ça, parce que je vais peut-être sentir plus facilement des intentions qui sont, alors pas forcément malsaines, mais qui vont être hypocrites ou qui vont pas du tout être alignées avec les gestes, la tonalité ou le regard que j'ai en face de moi. Ça, c'est pour la partie la plus importante, c'est la position, l'empathie, ce que je peux capter de l'extérieur. Après, au niveau des cinq sens, j'ai l'odorat et le goût qui me laissent à peu près tranquille. L'odorat, un petit peu comme tout le monde, fait à n'importe quelle odeur, ça peut me ramener, comme dans Ratatouille, à des années en arrière, des souvenirs d'enfance. J'ai des trucs qui sont très très ancrés dans mes mémoires olfactives, mais c'est pas quelque chose qui va être entre guillemets handicapant, pour le goût et pour l'odorat. Là où le bas va blesser un petit peu plus, ça va être le toucher, par exemple. Il y a des choses qui sont pas très importantes pour les gens. Quelqu'un que je ne connais pas, quelqu'un qui va pas faire partie de ma sphère de confiance, parce que les gens ont beaucoup tendance, socialement parlant, dans des activités un peu plus mondaines, à être tactile, à vous toucher le bras, et je déteste ça. Quelqu'un que je ne connais pas qui me touche, ça me ferme. Le toucher de personnes que j'ai pas entre guillemets acceptées dans ma sphère privée, c'est
c'est très complexe. Les étiquettes de certains vêtements qui dépassent, c'est une horreur. Je vais avoir tendance à les arracher. Même pas tendance, j'ai flingué pas mal de t-shirts parce que j'en arrache les étiquettes et à l'encolure et sur le côté gauche. Puis on perd un petit peu de temps le matin parce que l'étiquette du côté gauche, ça permet de se repérer pour savoir dans quel t-shirt, dans quel sens on va pouvoir mettre son t-shirt. Mais voilà, moi je les arrache. Il y a certaines matières que je vais pas aimer, mais à contrario, voilà, un bon t-shirt 100% coton, je trouve ça très très confortable. Voilà, pour moi c'est vraiment un plaisir. Et quand je suis avec mes proches, n'importe quel câlin, n'importe quel bisou, ça prend des proportions, ça remplit mon petit cœur de bonheur, et c'est un sacré carburant pour le coup. Alors visuellement parlant, alors je capte tout ce qui va être dans mon champ de vision. Alors la partie compliquée, c'est quand je vais être concentré entre guillemets sur une tâche qui va être monotone. Par exemple, je vais être sur un ordinateur. Si je suis pas face à un mur et que ça bouge devant moi, je vais avoir du mal à être absorbé parce que je vais mettre toute mon attention sur l'écran, et tout ce qui va bouger en arrière-plan ou sur la vision périphérique, ça va me perturber, va falloir que je m'isole, et ça me demande une énergie folle pour pouvoir discriminer ces informations dont j'ai pas besoin. À contrario, dans des scènes qui demandent de la concentration et qui vont générer un stress beaucoup plus important, là j'ai beaucoup plus la capacité à discriminer sans que ça me demande une surconsommation d'énergie de concentration. Et là, par contre, c'est fou. Là, on atteint vraiment le super pouvoir parce que je capte tout, je vois tout. Et pour l'audition, c'est exactement la même chose. Et c'est vraiment une aide à la captation du son, des images et finalement à la décision. Fait couplé avec l'empathie qu'on peut avoir avec les gens sur des situations où des gens vont peut-être mettre un petit peu plus de temps à se décider, à comprendre. Pour moi, ça va très très vite parce que les intentions, je les capte et hyper rapidement. Donc, comme je disais, le son, c'est pareil. Il y a certains bruits blancs qui me posent aucun souci, qui au contraire me calment et me permettent de m'endormir, de m'apaiser. Très important pour moi depuis que j'ai découvert ça, le casque audio à réduction de bruit. Ça me permet de m'isoler et de me reposer le cerveau et de le mettre sur off parce que pendant des années, j'ai cherché un moyen de l'éteindre parce qu'il y a tout qui rentre et tout ce qui rentre ne ressort pas. Donc c'est un petit peu compliqué cette surcharge cognitive. Toujours sur l'audition, je ne peux pas dormir chez des gens tant que je n'ai pas fait le tour de la maison et que je n'ai pas retiré toutes les piles des horloges qui font tic-tac. Ça peut se retrouver sur 3 pièces plus loin, je vais l'entendre, je vais le capter, ça va m'empêcher de dormir. Et tant que j'ai pas tout trouvé, que j'ai pas retiré toutes les piles, je vais pas réussir à m'endormir. Donc je me lève, je fais le tour de la maison, je les trouve, je les traque, je retire les piles, et le lendemain matin, je remets tout en place. Bien évidemment. Alors ça fait pas partie des 5 sens, mais j'ai aussi une sensibilité à tout ce qui va être électromagnétique ou alors électrique. Là la période est terminée, mais quand on était encore à l'époque des tubes cathodiques sur les télés, je pouvais rentrer dans n'importe quelle maison, s'il y avait une télé allumée, je le savais, je le sentais. Quand il y a un chargeur qui va être à moins de 5 mètres de moi en train de charger un téléphone, une batterie, je le sens. Mais au moment où je le débranche, je suis souvent parcouru d'un frisson de libération parce que ce truc que je capte qui est pas palpable s'arrête enfin et me libère. Donc là j'en tresse un portrait de la sensibilité qui est pas très rigolo parce que c'est vrai que c'est souvent un poids, mais une fois qu'on a avancé dans la compréhension de son fonctionnement et de ce que peut être l'hypersensibilité, qu'on arrive à mettre en place des stratégies et qu'on est bien entouré surtout avec ses proches, ça devient beaucoup plus facile à vivre pour finalement ça se transforme en don au final quand c'est bien utilisé, quand on a enfin le mode d'emploi, c'est beaucoup plus simple. Alors j'entends que dans votre quotidien, en tout cas, ce qui semble se manifester le plus, c'est votre hyperesthésie. Qu'en est-il peut-être des autres caractéristiques de la haute sensibilité, peut-être la dimension réactivité émotionnelle, l'hypercognition? Est-ce que ça aussi, ça peut prendre de la place, autant, comme vous dites, dans le confortable que l'inconfortable, dans votre quotidien, ou
Est-ce que c'est moins récurent peut-être? Alors j'ai appuyé sur les sens juste avant parce que j'avais peur de l'oublier, mais c'est vrai que ça c'est la partie la plus importante, cette hypercognition, cette hypersensibilité fait, comme je disais, fait la moindre réaction, ça prend des proportions chez moi, fait que ce soit sur les choses qui vont être fait moins rigolotes comme celles qui génèrent du bonheur. J'ai pas d'échelle de comparaison parce que j'ai jamais été dans la peau de quelqu'un qui va avoir des sensations et des émotions entre guillemets plus normalisées fait dans leur expression et dans leur ressenti, mais j'ai l'impression que ouais, quelque chose qui moi va m'atteindre chez les gens, j'ai l'impression que c'est divisé par 5. En fait, quand on en discute, j'ai l'impression d'être en décalage avec eux, et j'aurais peut-être plus tendance enfin, j'aurais eu plus tendance avant à me fermer parce que je me dis je suis pas normal. Enfin, je l'avais entendu ça une fois dans le bus quand j'étais au collège, parce que comme l'audition marche bien, ouais, j'étais qualifié de spécial entre guillemets. C'était pas un compliment hein, dans la bouche de la personne qui l'avait prononcé. Donc ouais, vous avez tendance à vous mettre un petit peu à l'écart, que vous dites ouais, c'est moi qui suis pas normal, et puis après le temps, les relations, les rencontres qu'on fait font leur œuvre, et on apprend à mieux apprivoiser. Je suis pas sûr d'avoir répondu pleinement à votre question pour le coup. Alors j'avais évoqué peut-être les autres caractéristiques aussi de la haute sensibilité, savoir voilà si là aussi vous avez noté une intensité, une fréquence, donc par exemple sur la réactivité émotionnelle, l'hypercognition, voire aussi peut-être l'hyperstimulation, avoir besoin de sas de décompression, ce genre de choses. Alors sur les réactions émotionnelles, ça va être beaucoup plus épidermique. Enfin, ça se veut beaucoup plus épidermique, mais on apprend à réfréner, à souffler un petit coup. Peut-être que je suis encore capable de pleurer devant le roi lion, par exemple, alors que j'ai bien passé l'âge, mais c'est vrai que la tristesse et la joie vont me toucher beaucoup plus. Ça réveille chez moi quelque chose que j'aime pas, c'est l'injustice, mais globalement, il n'y a pas grand monde qui aime l'injustice, hein, de toute manière, donc c'est des réactions qui sont encore tout à fait normales. Mais dans le quotidien, oui, moi je vais bloquer dessus, je vais ruminer parce que c'est pas réglé, alors que il y a les autres personnes, hein, dans la majorité, vont avoir beaucoup plus de facilité à passer au-delà de cette réaction émotionnelle pour avancer. Moi, par contre, ça peut totalement me bloquer encore. Et aujourd'hui, le fait d'avoir mis un mot sur ces ressentis intenses, fréquents, est-ce que ça vous a permis de retracer un peu votre histoire, peut-être votre enfance, votre adolescence, certains événements que vous avez pu vivre? Vous parliez justement on vous dit que vous étiez spécial, ce côté ne pas être dans la normalité. Est-ce que voilà, ça vous a permis quelque part un petit peu de prendre du recul, de réécrire un petit peu cette histoire sous un nouvel angle? Encore une fois, à double tranchant, parce que vous prenez une espèce de, entre guillemets, je ne sais pas si on peut dire diagnostic, donc ça vous colle une étiquette, ça vous met quelque part en dehors, en marge, de la globalité de l'humanité, donc ça confirme quelque part que on est entre guillemets encore spécial, et pas dans le bon sens. Donc ça, c'est le côté pas sympa de la chose, mais une fois que ça se digère, en parallèle, on se repasse le film de ce qui nous a marqué, on remet les choses dans l'ordre, et il y a tout qui commence à trouver une explication rationnelle à ce qu'on a pu ressentir d'intense, aussi bien en bien qu'en mal, et ça permet d'écrire au fur et à mesure son mode d'emploi, de l'expliquer à ses proches, alors moi j'ai eu la chance de faire de très très bonnes rencontres, et je suis très très bien entouré, aussi bien familialement qu'au niveau de mes amis. D'ailleurs, j'y fais très très attention maintenant aux amis que je choisis entre guillemets, parce que pour moi il faut qu'ils soient à l'écoute de cela. Donc oui, ça permet de retracer son mode d'emploi, de l'écrire, d'en disposer soi-même, et d'en faire profiter les gens qui sont importants pour nous, pour leur en donner une petite partie à lire, pour que je sois plus facile à conduire aussi pour eux. Mais c'est surtout à moi de faire le travail, c'est surtout à moi de m'adapter, parce que ils sont pour rien, les pauvres. Hein. Et qu'aimeriez-vous que le monde, alors quand je dis le monde, je parle peut-être justement de la famille, à l'école, en entreprise, la société, qu'est-ce que vous aimeriez que le monde comprenne mieux à propos de la haute sensibilité? Alors, ce qui serait très très important, surtout dans le monde de l'entreprise, le monde professionnel, moi, il se trouve que, alors les femmes ont aussi toute leur part de difficultés, hein, je veux pas nier ça, mais l'hypersensibilité chez les hommes, c'est beaucoup plus compliqué, parce que les stéréotypes du guerrier, de l'homme fort, du pilier,
qui ne plie jamais, c'est très compliqué. Et là où moi, toutes ces captations que j'ai, toutes ces émotions, je sens que c'est une force quelque part. Parce que, comme je le disais, ça me remplit, c'est mon carburant. C'est pas socialement accepté en face, et pour eux, c'est perçu comme étant de la faiblesse. Et ça, c'est très pénible. C'est très pénible. C'est pour ça que je parlais de l'entourage. Savoir bien s'entourer, c'est très très important. Donc moi, ce que j'aimerais aujourd'hui, ce que j'aimerais changer d'un claquement de doigts, c'est que les gens, surtout au niveau managérial, soient formés sur l'hypersensibilité, parce qu'on va pas driver quelqu'un qui va avoir des troubles du spectre autistique, un TDAH, une hypersensibilité émotionnelle. On va pas les driver, on va pas les manager pareil. Après, j'ai conscience que ça demande un travail supplémentaire aux managers, mais quand on a les clés de fonctionnement des collaborateurs auxquels on est confronté, ça permet de les mettre dans une meilleure ambiance, dans de meilleures conditions de travail, et parallèlement d'en tirer le meilleur. Est-ce que vous avez des pratiques, des routines ou des ressources que vous avez peut-être mises en place? Donc, vous avez parlé tout à l'heure du casque anti-bruit, mais est-ce qu'il y aurait autre chose pour revenir un petit peu à l'équilibre lorsque cette haute sensibilité prend de la place de façon confortable ou inconfortable? Oui, l'isolement. Ça va être l'isolement. C'est en fait pour 1 heure d'hypercognition non voulue, non désirée. Je pense qu'il m'en faut 5 de plus après pour m'en remettre. Donc je vais avoir besoin de ma petite pièce, de mon petit isolement, de mon moment à moi, sans interaction. Il faut que j'aille dans ma caverne en fait, et pour en ressortir plus tard. C'est très important de s'isoler pour digérer tout ça, se retrouver, et puis ranger les choses qu'on a dans la tête et dans le cœur. Et si vous pouviez donc aujourd'hui parler à une personne, donc soit qui se pose des questions sur sa haute sensibilité ou qui vient de la découvrir, qu'est-ce que vous aimeriez peut-être lui dire? Dire que c'est pas simple, mais faut essayer de voir les choses au maximum du côté positif, parce que ça peut être un don. Et encore une fois, le contexte familial, le contexte social, professionnel est très très important. On n'a qu'une vie, faut pas hésiter à aller de l'avant, à entre guillemets faire le ménage quelque part, parce que pour certaines personnes, il n'y a pas de place pour l'hypersensibilité, hélas. Et quand l'hypersensibilité est bien vécue dans un climat globalement en sécurité, oui, ça devient un don, ça devient une force, ça fait encore une fois un carburant, et ça permet d'accomplir des choses en termes de créativité, en termes d'artistique, de sensibilité dans le relationnel avec les gens. Le fait d'être beaucoup plus connecté aux gens qu'on aime, c'est très intéressant, et puis ça fait des moments de vie qui vont plus vers l'exaltation qu'autre chose. Donc oui, faut pas hésiter à l'apprivoiser, à comprendre, et aller au-delà de ce qui pourrait nous freiner. Merci beaucoup pour ce partage donc de votre vécu, de votre expérience en tant que personne hautement sensible. Merci à vous. J'espère que vous avez passé un bon moment, et je vous souhaite une belle quinzaine. À très bientôt. Merci.